tous. Merci de nous avoir invités à cette journée interfilière consacrée à l'ETP. Donc, je suis Marc Jourdain, donc je suis patient ressources à l'Association française des hémophiles et je fais partie du groupe interne d'ETP de l'AFH. Donc, avec Émilie Cotta qui va se présenter tout de suite après, nous allons vous parler de l'implication et de la valeur ajoutée des patients intervenants en IETP. Alors, tout de suite, je le dis, donc les patients intervenants à l'AFH sont appelés des PPR pour patients parents ressources. Donc, vous nous entendrez, Émilie et moi-même, au cours de cette petite exposé, donc parler de PPR pour patients intervenants. Donc, cette intervention se fera en deux parties. Donc, la première partie vous sera présentée par Émilie, qui vous montrera comment s'est construit cette implication, cette valeur ajoutée des patients des PPR. Et pour ma part, donc, j'interviendrai en deuxième partie pour l'aspect pratique. Donc, on rentrera un petit peu dans les résultats en pratique et mettra l'accent sur comment les PPR ont animé donc ces séances, ces ateliers d'IETP, mais pas que, comment ils sont aussi intervenus dans d'autres modes, comment ils étaient impliqués dans d'autres projets d'IETP. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Émilie. C'est à toi, Émilie. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités pour intervenir sur ce sujet avec Marc. Donc moi, je suis Émilie Cotta et je suis chargée de mission Action France à l'Association française des hémophiles. L'une de mes missions est d'organiser les ateliers d'éducation thérapeutique du patient en soutenant la chargée de mission ETP, Sophie Essayer, qui n'a pas pu être là pour l'intervention aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer comment tout ça s'est construit au sein de l'Association française des hémophiles et en partenariat avec la filière maladies rares de l'AFH, qui est la filière MEMO. D'abord, je vais vous expliquer donc comment on a mis en place notre projet et selon nous, il y avait deux moyens d'intégrer des patients intervenants, donc des PPR, sur les projets d'éducation thérapeutique. Le premier moyen, c'était sur des initiatives isolées, donc sur des projets spécifiques. Mais selon nous, il y avait un risque de one-shot, c'est-à-dire que c'est un projet qui allait être mis en place principalement par l'équipe éducative, donc l'équipe de soignants, et où le PPR intervenait principalement au niveau de l'animation et ça s'arrêtait là. Et nous, l'idée, c'était que le patient parent ressources puisse intervenir tout au long du projet, donc avec un ancrage dans un projet collectif, avec un partenariat, donc ici AFH et filière, et dans lesquels le patient parent ressources peut s'intégrer de façon pérenne du début, c'est-à-dire de la conception du projet, jusqu'à l'animation et jusqu'à l'évaluation. Donc nous, on est plutôt parti pour des projets de ce type en partenariat et dans tous nos projets, donc les PPR sont intégrés dès la conception du projet. Je vais vous faire un petit historique rapide du partenariat entre AFH et MEMO, qui est un partenariat historique et qui s'est créé sur des bases solides. Donc en 2007-2008, l'AFH impulse le concept de PPR avec un groupe de travail interdisciplinaire qui a réuni sur 4 week-ends des représentants des sociétés savantes professionnelles, des patients et des parents. Ce groupe de travail devient pionnier de l'éducation thérapeutique et va se nommer par la suite, de manière assez emblématique, The 3P. Donc les 3P signant l'esprit collaboratif qui guide ce groupe de travail, à savoir les patients, les parents et les professionnels de santé. En 2013, à la création des filières, il devient le groupe référent en éducation thérapeutique du patient. Pendant ce temps-là, au niveau de l'AFH, donc l'Association française des hémophiles, l'éducation thérapeutique du patient prend une place de plus en plus importante et devient un des axes stratégiques de l'association, dont l'une des phrases dirait qu'il n'y a pas d'ETP sans les professionnels de santé et sans les patients parents ressources. Donc en 2016, l'éducation thérapeutique du patient est intégrée dans le plan stratégique de l'AFH. Et en 2021, donc aujourd'hui, c'est au final 60 patients parents ressources qui ont été formés depuis 2011. On a en moyenne une formation par an
et tous les professionnels de santé, tous les PPR ont été formés en binôme avec des professionnels de santé qui sont invités sur le 3e week-end de formation à venir avec les PPR. Donc, on a vu dans le contexte dans lequel tout ça s'est construit au sein de l'AFH en partenariat avec la filière. Maintenant, on va voir quels sont les ingrédients, selon nous, qui sont les plus importants pour impliquer les patients parents ressources dans l'éducation thérapeutique du patient et notamment en IETP. Donc, en résumé, comment pour nous ça s'est construit l'IETP, ce qui est assez récent pour nous aussi. Du côté de l'association, donc il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, une place majeure qui a été donnée à l'éducation thérapeutique du patient, notamment depuis 2016, avec l'intégration de l'ETP dans le plan stratégique, et la motivation d'agir des PPR, notamment en période de Covid, pour pouvoir continuer à accompagner les personnes concernées d'une manière différente. Au niveau de la filière, excusez-moi, je me porte personne. Au niveau de la filière MEMO, donc c'est un partenariat historique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une collaboration pérenne qui permet de mettre en place une fluidité dans la mise en place des projets. Et du côté des PPR, donc les PPR, ils ont une volonté de s'impliquer dans les actions innovantes, telles que l'IETP, à toutes les parties du projet, donc de l'ingénierie pédagogique, à savoir la conception du projet, dans l'animation et au niveau du support technique. Marc vous en parlera juste après, c'est un point qui est extrêmement important dans l'IETP. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Marc qui va vous parler de façon beaucoup plus pratique de ce que ça a donné pour nous l'IETP. Merci Émilie. Donc en fait, pour quels résultats en pratique de cette implication, cette valeur ajoutée des PPR? Diapositive suivante. Alors en fait, dans le contexte de la Covid, donc les PPR sont devenus des animateurs principaux. Donc les soignants étaient pour leur part débordés, ils voulaient se mobiliser, mais étaient quand même débordés par la période Covid. Donc le ou les PPR, puisque les ateliers étaient animés soit par un ou plusieurs PPR. Donc le PPR prépare en amont. Ce qui est important, c'est avec un conducteur très précis, donc un déroulé pédagogique très structuré, je dirais timé, donc minuté, puisqu'il est important de mesurer le temps pendant ces ateliers. C'est quand même quelque chose de très important, on le verra un petit peu après. Donc le rôle du PPR, donc, en tant qu'animateur principal, c'est d'interpeller en premier les patients, donc non pas en faisant un tour de table, mais plutôt un tour de voix. Donc, pour que chaque participant puisse se présenter très sommairement. Et puis, il en profite pour lancer donc, les consignes, pour s'assurer que les différentes fonctionnalités, par exemple de l'outil Zoom que nous avons utilisé, soient comprises par l'ensemble des participants. Donc, dans sa fonction principale d'animateur, donc, il anime et surtout favorise, et ça c'est quelque chose de très important pour nous, donc il favorise l'interactivité entre les patients. Il n'hésite pas à faire, bien sûr, en cours d'animation, des résumés et des synthèses par rapport aux objectifs pédagogiques déterminés. Et puis, bien sûr, de la même manière qu'il le ferait en présentiel, donc il faut qu'il renforce donc, les messages clés attendus auprès de ses pairs et et ça aussi, c'est quelque chose que nous voulons souligner avec Émilie. Donc, ces différents ateliers d'IETP donnent une grande part au partage du savoir expérientiel. Mais je pense que nous y reviendrons peut-être un petit peu plus tard. C'est aussi le PPR qui invite les soignants à prendre la parole pour que le savant puisse effectivement nous faire part de son expertise médicale, puis puisse réaliser éventuellement des ajustements par rapport aux différentes interventions des uns et des autres. Alors, nous avons été aidés, ça va peut-être, je ne sais pas si ça va répondre à la question de Cathy tout à l'heure, que j'ai entendue, mais en tout cas pour notre part, donc, nous avons été aidés par le pôle de ressources en ETP de l'Île-de-France. Vous avez devant les yeux là, donc, le maillage de toutes ces structures de ressources en ETP. Donc, ces structures régionales en ETP
ont été créées très récemment avec le développement de l'ETP. Elles se sont développées sous l'égide des ARS. Pour donc, le groupe de travail UTP de l'AFH, donc, nous avons à peu près eu 4 demi-journées de formation. Nous avons discuté avec ce pôle de ressources Île-de-France un petit peu de l'ingénierie pédagogique, on faisait référence tout à l'heure, mais des trucs et astuces qu'il fallait prendre en compte quand on veut se lancer vraiment dans l'IUTP. Pour exemple, je vous parlerai de quelque chose qui est important, c'est en IUTP, c'est de prendre un nombre assez restreint de participants, une équipe de 6 participants pour que ces ateliers puissent être très interactifs. Il faut aussi également que ces ateliers soit basé sur très peu d'objectifs pédagogiques. Inutile de vouloir en traiter plusieurs. 1 ou 2 objectifs pédagogiques, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter, il faut vraiment s'y tenir. Et puis, en amont, il est évidemment très conseillé de s'assurer que chaque participant n'aura pas de problème de connexion et pourra utiliser, je dirais, les fonctionnalités de base de Zoom. Et puis aussi faire des tests en amont. Mais nous avons été aidés également par l'animation technique qui est prise en charge à la fois en amont et pendant les ateliers. Alors, en amont, donc ça c'est la partie un peu qui était réservée à Émilie, puisque donc, en dehors de tout le recrutement des participants, ces différents ateliers du ETP, elle avait aussi pour mission de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème technique pour ses participants. Ça c'est pour la partie en amont. Et puis cette mise en confiance aussi qui était important au niveau des participants. Ça, ce travail réalisé par Émilie. Et puis, je dirais, pendant l'atelier, cette animation technique prise en charge par une personne dédiée permet aussi aux différents intervenants, que ce soit les PPR ou voire même l'équipe médicale, de ne pas avoir ce souci-là à gérer et de se recentrer et de se concentrer davantage sur nos différentes interventions. Un petit truc aussi qui nous a grandement aidé, c'est que les intervenants créaient à l'occasion un groupe WhatsApp entre eux. Vous avez par exemple une capture d'écran sur 2 ou 3 petites. Alors c'est Émilie qui était aussi chargée de nous alerter par exemple quand une personne souhaitait prendre la parole alors que l'intervenant ne l'avait pas vu, puisque quand on est en train de déployer son diaporama, on ne voit pas nécessairement tout le monde. Donc il y avait cette vigilance d'Émilie qui nous permettait de réajuster. Et aussi, ce qui est très important, c'est le gardien du temps, puisque pour chaque activité, nous avions réfléchi à une durée et qu'on se fait rapidement déborder par le temps si on n'y prête pas attention. Et plus les ateliers sont interactifs, plus on laisse la parole aux différents participants et plus le risque de dérapage en matière de temps est important. Alors, en dehors de l'animation des ateliers, les PPR ont également contribué à la co-construction pédagogique des ateliers. Je vous citerai 2 e-ateliers que nous avons mis en place. L'un s'appelait comment faire face à une situation d'urgence pour une personne porteuse d'une maladie hémorragique rare en période de Covid. C'était notre premier atelier que nous avons réalisé lors du premier confinement. Et au cours du 2e confinement, nous avons mis aussi en place un 2e e-atelier qui s'appelait comment réussir sa téléconsultation de suivi en période de Covid, puisque cette période de Covid aussi a été l'occasion pour ces téléconsultations de prendre une autre dimension. Ces ateliers donc, étaient co-construits pour notre part par le groupe de travail de l'AFH, auquel participent donc des patients en ressources, la chargée de mission qui est de l'AFH, pardon, qui aussi c'est de la filière. Là, j'ai nommé Sophie Esseguer. Et donc, voilà notre place qui était de nos PPR donc, dans cette construction de ces différents e-ateliers. Une deuxième mode d'application, c'était aussi ces premiers ateliers ont été testés par une équipe de PPR volontaires
ce qui nous permettait, avant de les proposer à un public de patients, de les tester, de voir, de les ajuster en termes d'objectifs pédagogiques, en termes de timing. C'est quand même une phase qui est extrêmement importante et qu'il ne faut pas louper. Je dirais également que les PPR sont également intervenus en tant qu'observateurs cette fois-ci, pendant les ateliers avec les patients. Et à chaque fin d'atelier, on consacrait un temps au débriefing, ce qui nous permettait aussi de nouveau de faire notre autocritique et de réajuster éventuellement quels que soient des objectifs, soit prendre en compte d'observations de patients, de nouvelles observations qui pouvaient nous faire évoluer dans cette conception des ateliers. Et enfin, je dirais que les PPR sont également intervenus dans la co-animation de la formation des PPR, dont vous parlez, Émilie, tout à l'heure. Donc, cette formation PPR, qui est un module, comme vous le savez, de 40 heures, donc, était prévue à l'origine en présentiel, pardon, excusez-moi, sous forme de 3 week-ends, et Covid oblige. Donc, les 2 derniers modules de 2 jours ont été revus intégralement en mode distanciel. Et j'ai eu pour ma part l'occasion, en tant que PPR, de participer à cette co-animation pour la formation de l'équipe des 10 derniers PPR formés sur la fin d'année 2020, début 2021. Donc tout ceci fait, là, si on additionne tout ça, on voit que qu'il y a une grande prise de conscience des PPR, ce qu'ils pouvaient faire, de leur champ d'action, et ça les a mis aussi un petit peu en confiance. Donc, en termes de conclusion, donc la Covid a bien sûr boosté l'IETP, qui s'est révélé être un formidable levier à l'intégration et à l'implication des PPR. Pour rappel, la DGOS donc, a préconisé depuis 2010 l'application des patients intervenants. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, le fait de structurer en amont et de détailler ces ateliers, ça a permis d'une part de mettre en confiance les PPR et leur a permis de se révéler et de se rendre compte qu'ils avaient de réelles aptitudes dans l'animation de ces ateliers. Donc, en prenant le rôle d'animateur principal, bon, c'est vrai que les PPR ont contribué surtout à favoriser l'interactivité entre les participants. Cette interactivité est pour nous indispensable pour la mise en avant de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Ces ateliers et les PPR ont pu montrer aussi cette complémentarité entre les savoirs, entre l'expertise médicale des soignants présents à ces ateliers et bien sûr ces savoirs donc expérientiels qui sont pour nous extrêmement importants. Les facteurs de réussite, bon, comme Émilie vous l'a dit tout à l'heure, donc il y a une grande confiance mutuelle entre les animateurs et l'équipe de soignants qui ont été les pionniers, comme Émilie vous l'a dit, dans la conception de ces ateliers UTP. Bon, bien sûr, le partenariat et l'association avec la filière. C'est vrai qu'on se retrouve naturellement autour de partage fort des valeurs qui est celui de l'intérêt pour les patients. Et puis, bien sûr, il fallait être opportuniste et saisir. Donc, cette pandémie nous a obligés en tant que PPR à innover et à nous adapter, puisqu'il fallait malgré tout, et les besoins étaient là, maintenir, comme ça a été dit, je crois, ce matin, on avait besoin de maintenir le contact avec la communauté de patients qui avaient besoin vraiment qu'on leur propose des alternatives. Voilà, donc merci de votre attention.